Bienvenue sur Océan, le magazine de la voile et du voyage. Au sommaire cette semaine, nous retrouverons Thierry Dubois qui nous explique comment il a pensé à la plomberie à bord de la Louise. Nous partirons ensuite dans les Alpes-Maritimes à Antibes pour découvrir les accès de ce petit port au charme méditerranéen. Mais avant tout, embarquons sur les pirogues polynésiennes dans le lagon de Tahiti, et même si aujourd'hui elles ne sont plus taillées dans un tronc d'arbre, elles sont toujours chargées d'histoire. Les grandes pirogues à voile étaient utilisées pour se déplacer d'île en île. Les plus petites servaient à des sorties de plus courte durée, pour se déplacer dans le lagon ou pour pêcher. Il ne reste aujourd'hui qu'une dizaine de pirogues à voile en Polynésie française. Le développement des moteurs hors-bord et des pirogues à rame a eu raison des belles pirogues polynésiennes à la fin des années 90. Quelques personnes ont heureusement su préserver la tradition et nous assistons actuellement à un renouveau. Thierry a accepté de nous présenter sa pirogue à voile, la plus rapide de Tahiti. Si les anciennes pirogues étaient construites dans un tronc d'arbre, les pirogues modernes sont fabriquées en contreplaqué ou en fibre de verre. Le mât d'un catamaran de sport a été rallongé pour supporter toute la surface de voilure de la pirogue. Une cale en bois au niveau du pont maintient le pied de mât. Un chiffon permet de fermer le nable de vidange du bateau. La pirogue pèse plus de 120 kg. Il faut donc quelques bras costauds pour la mettre à l'eau. Les voiles sont envoyées et le safran installé. Nous voici prêts pour une navigation dans les eaux turquoises du lagon de Tahiti. Tu me dis quand tu veux virer. Les pirogues polynésiennes sont à l'origine conçues pour naviguer aux allures portantes. L'empannage est simple, le barreur doit juste faire attention à bien border la voile, comme sur un voilier classique, pour éviter l'empannage chinois. Le virement de bord est une manœuvre plus compliquée, surtout sur les anciennes pirogues qui ne disposaient pas de dérive. Thierry a son arme secrète. Sa pirogue à balancier est l'une des premières à disposer d'une dérive sur la coque centrale. Elle peut donc naviguer au près et virer correctement. Après ses victoires dans les différentes courses locales, ses concurrents songent à mettre également une dérive. Ils ont démoralisé parce qu'ils ne gagnent pas. Parce qu'ils n'ont pas encore la technique que j'ai là. Faut que tu leur apprennes. Non. Tu sais comment j'ai pu avoir les techniques? D'accord, c'est avec un frère. Comment il s'appelle le curé qui t'a appris la voile? Patrick Terre. Un breton? Voilà. La stabilité de la pirogue est meilleure lorsque le balancier est sous le vent. Elle peut alors s'appuyer sur cette réserve de flottabilité. Sur l'autre amure, l'équipage doit être plus vigilant à l'équilibre latéral du bateau et ne pas hésiter à monter au rappel, voire au trapèze si les conditions l'exigent. La pirogue à balancier polynésienne est simple et rapide, elle est parfaitement adaptée à la navigation dans les eaux du Pacifique. Avant la finition du pont, Thierry Dubois nous explique comment il a réfléchi à la pose de la plomberie. La plomberie c'était un bon dossier parce que vu la structure compliquée du bateau, donc problème de cloison étanche mais aussi de structure bois, c'est pas comme une coque nue, il faut trouver par où passent les tuyaux idéalement et donc c'était vraiment la priorité. Passer un fil électrique c'est très simple, passer les tuyaux c'est pas aussi souple et donc on avait un peu de travail là-dessus. Là il y a même déjà dans des zones comme celle-là, la plomberie est passée définitivement, les vaigrages sont remontés définitivement, dans ce coin-là c'est terminé. Il y a deux gaines techniques dans le bateau, une dans le livet tribord, une dans le livet bâbord. Celle du livet tribord sert pour les fluides, celle de bâbord sert pour l'électricité. C'est pas totalement arbitraire parce qu'en fait les tableaux électriques sont à bâbord donc c'était logique de démarrer comme ça et après nous on a créé la plomberie en fonction de ça. Là sous la cabine arrière se trouve toute la gestion de l'eau douce à bord, c'est-à-dire les réservoirs, le ballon d'eau chaude, le groupe d'eau sous pression, le dessal, enfin même les dessals. Tout se passe ici, toute la production d'eau c'est ici et elle est envoyée par la gaine technique tribord. Ça c'est dans l'idée de séparer bien les zones, surtout pas avoir des mélanges de réservoirs de gasoil, de réservoirs d'eau. Ça c'est raccord avec la plomberie de l'intérieur, donc système de pompe de cale. La clarinette, il faut qu'elle soit là, parce qu'on peut brancher les tuyaux à l'intérieur. Si on peut brancher les tuyaux, on peut fermer les vaigrages intérieurs et ainsi de suite. C'est le genre de système qu'on va retrouver plus sur un bateau de pêche. Nous, on a fait un choix du fait que le bateau est cloisonné. Il y a des cloisons étanches. Je veux pas de tuyaux qui traversent dans les fonds, qui risquent à chaque fois de créer une perte d'étanchéité de cloison. Donc le système de pompage des compartiments, il passe par l'extérieur, il passe sous le pavois ici. Donc il y a ce tuyau qui va continuer avec des vannes à chaque compartiment et on sélectionne en fait le compartiment qu'on veut pomper, sachant que la pompe elle est dans les coffres de cockpit. Enfin il y a la grosse pompe manuelle qui est là, qui peut se raccorder dessus, ou la pompe attelée au moteur.
Mais ça peut aussi servir, dans l'autre sens, la pompe à clé, elle peut nous faire du lavage, voire de l'incendie. Petite cité de caractère, Antibes est une des dernières villes qui garde un véritable charme sur la côte d'Azur. Jetons l'ancre le temps de découvrir ces mouillages, très prisés en été. Antibes, Juan-les-Pins, est avec Port-Vauban le premier port de plaisance européen. Situé entre Cannes et Nice, un des points remarquables de la côte est le célèbre cap d'Antibes qui, en pointant au sud, sépare le plan d'eau d'Antibes de celui de Juan-les-Pins. Le littoral d'Antibes-Juan-les-Pins s'étend sur environ 25 km et possède plusieurs ports et abris tels que Port-Galis, Port-Crouton ou le port de la Salisse. Lorsque vous venez de Cannes ou des îles de Lérins, vous faites route vers le 90 jusqu'à déborder le cap d'Antibes. Puis vous remontez vers le 45 pour déborder le cap Gros. Ensuite, vers le 350, vous passez la pointe Bacon pour vous présenter devant l'entrée du port Vauban. Après avoir passé l'avant-port, nous longeons sur la gauche le bassin réservé à la Grande Plaisance. Celui-ci possède une vingtaine de postes d'amarrage pour les grands yachts à voile ou à moteur. À notre droite, en face des grands yachts, se trouve d'une part l'aire de carénage où se regroupent chantiers et services ainsi que les moyens de levage, et d'autre part, 7 pontons réservés à la petite plaisance. D'un accès simple en navigation, Port Vauban, par sa taille, possède tous les atouts pour y naviguer toute l'année. En escale, en croisière le long de la côte d'Azur, son premier intérêt est la proximité de la vieille ville, la richesse de ses paysages et le nombre de promenades et découvertes directement accessibles à pied depuis le port de plaisance. Depuis le site de Fort-Carré, où nous pouvons avoir une vue imprenable sur la Belle, le port et la région, en passant par les promenades sur les remparts, Antibes-Juan-les-Pins est également une escale où il fait bon flâner le soir, à la recherche d'un des multiples restaurants dans une ville de charme. S'il est vrai que la haute saison est plus délicate d'accès, les périodes de basse ou de moyenne saison sont idéales et bénéficient d'un agréable climat. Et voilà, Océan c'est fini, rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici la bonne balade, sous voile bien sûr.